mon cher Patrick, qui est la marque même de l'énergie des maires successifs. Je pense à Jacques, mais à toi aujourd'hui, Ray. Nous sommes là réunis pour parler de cette primaire. Normalement, après l'intervention de François Fillon, vive la République, vive la France, il aurait fallu se lever, chanter la Marseillaise et aller boire un coup. On ne va pas faire ça, cependant, parce que nous avons à parler entre nous, et je remercie Olivier et Philippe de me donner l'occasion, je salue naturellement l'ensemble des autres représentants qui ont animé cette premier tour de la primaire, et je voudrais les remercier de me donner l'occasion de vous dire pourquoi, très sincèrement, je pense que nous faisons une très bonne affaire en soutenant François Fillon comme notre candidat à la présidence de la République. Et je le ferai avec l'expérience qui est la mienne, parce que Patrick a dit des choses très gentilles sur moi. Nous sommes connus en effet quand tu travaillais pour le garde des Sceaux, Alain Perfit, et c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai rencontré pour la première fois François Fillon, qui travaillait, lui, pour le ministre de l'Équipement. J'étais jeune député de la Meuse, déjà. C'était pas le plus jeune de l'Assemblée, c'était Michel Barnier. Enfin, j'étais pas loin derrière. Et j'avais besoin d'un appui majeur pour régler un problème routier dans mon département. Et le jeune attaché parlementaire du ministre de l'Équipement a réussi à faire venir le ministre lui-même constater sur la RN4 la dangerosité d'un équipement. Et j'ai pensé qu'un collaborateur qui avait autant d'influence sur son ministre et surtout sur les collaborateurs et les fonctionnaires du ministère de l'Équipement pour arracher non seulement une visite, mais aussi la préparation de la suite, c'est-à-dire les crédits. À l'époque, les routes nationales étaient encore payées par l'État. Le département payait peu, payait pas. Obtenir un résultat, je me dis vraiment, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et nous nous sommes retrouvés très rapidement à l'Assemblée nationale, on s'est retrouvés au Sénat, nous avons participé au même gouvernement. Je l'ai vu évoluer. Je l'ai vu évoluer et je pense qu'il est profondément moderne et complètement mûr pour exercer les plus hautes responsabilités de l'État. Parce qu'il connaît admirablement notre pays. Je le dis devant Joël, il a évidemment un mandat parisien aujourd'hui, mais il a cette expérience de la province rurale, Sablé, c'est pas très grand, du département, qui est une vieille institution, et qui est vraiment le symbole de la vie politique la plus coutumière de notre pays, le Conseil général, il a présidé, mais il a surtout présidé la région des Pays de la Loire, et j'ai été pendant 12 ans son collègue président de la région Lorraine. Et j'avais beaucoup d'admiration et un peu d'envie pour les Pays de la Loire, parce qu'il savait, à partir de la capitale nantaise, drainer à la fois et les activités, et les services, et les activités industrielles, l'aéronautique, et les services, à travers l'université, les centres de recherche. Je lui ai d'ailleurs rendu la déviation routière qu'il avait contribué à financer 20 ans auparavant, en ouvrant une école de mines à Nantes même. Au gouvernement, il a exercé des responsabilités qui lui ont permis d'avoir un regard sur les technologies les plus nouvelles. Nous avons ensemble été ministres des télécoms, et notre génération, celle des gens de mon âge, nous connaissions le 22 à Hyères, et vous connaissez aujourd'hui une société entièrement numérique. S'il y a quelqu'un qui a suivi complètement cette technologie, qui l'a maîtrisée, mais qui surtout en a tiré les conséquences politiques, c'est-à-dire la dérégulation du marché des télécoms, la création de nouveaux acteurs, c'est exactement François Fillon qui a poursuivi un travail que j'avais eu la chance, sous l'autorité de Jacques Chirac, d'entreprendre. Profondément moderne, profondément international, et je l'ai vu comme Premier ministre j'étais président de groupe à l'époque, négociait à Bruxelles les conditions dans lesquelles la France devait s'adapter à son environnement européen. On a eu un sujet de tension
au moment du référendum sur Maastricht. En effet, François, je n'ai pas envie de vous tourner le dos, mais c'est comme ça. Alors, voilà. J'espère qu'il ne va pas casser. Non, ça va, il tient. Au moment de Maastricht, nous sommes séparés. Moi, j'étais résolument favorable à l'accord de Maastricht, et je vous dirai pourquoi, et lui était parfaitement réservé. Nous en avons parlé longuement, et on s'est aperçu que j'étais favorable exactement pour les raisons pour lesquelles il était opposé. À savoir, quitte à faire une monnaie commune, il faut une autorité politique commune pour la diriger. Et c'est exactement le message qu'il nous livre. L'Europe, on en parlera à l'occasion des questions, avoir une monnaie commune à 17 et de ne pas avoir d'autorité politique commune à 17 rend la monnaie parfaitement dépendante de la seule banque centrale européenne et, pour être très honnête, des milieux financiers allemands qui ont moins de déficit et plus de réserves que nous n'en avons absolument. Et moi, j'étais favorable à Maastricht et à la monnaie commune parce que je me disais un peu naïvement, on ne se corrige pas, que le fait d'avoir des critères de convergence obligerait notre pays, en 92 c'était un socialiste qui était président de la République, enfin, si peu socialiste mais tellement président, contre Mitterrand, un gouvernement socialiste, celui de Pierre Mauroy. Ils avaient depuis 81 accumulé des déficits et accumulé des promesses de contre-performance. Déjà, c'était avant les 35 heures de Madame Aubry, mais c'était après la retraite à 60 ans non financée de Pierre Mauroy. On disait qu'avec une monnaie commune, les gouvernements français seraient obligés d'être sérieux. Et nous avions raison l'un et l'autre. Il fallait un gouvernement européen pour tenir la monnaie, et il fallait des contraintes européennes pour que les hommes politiques français cessent d'acheter des votes en distribuant un pouvoir d'achat qu'ils n'avaient pas et qu'ils finançaient par l'inflation et de temps en temps par des dévaluations. Je voulais mettre fin à ce désordre, tradition de droite, je suis un homme de droite, et François, dans le sillage de Philippe Séguin, acceptait la perspective d'une monnaie commune aux Européens, à condition naturellement qu'il y ait une autorité politique pour que cette monnaie ne soit pas conduite par les seuls intérêts des banques centrales, mais à la disposition d'une politique économique et sociale avec une convergence fiscale, convergence des conditions dans les pays qui avaient la monnaie commune. C'est bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai soutenu avec conviction dès le départ, sans être certain du tout qu'il avait une chance de gagner, mais avec la certitude que dans cette affaire des primaires, sa présence, sa participation donnerait nécessairement à nos amis, à nos militants, et bien au-delà des militants, aux électeurs de la droite et du centre, l'occasion d'avoir un véritable débat en profondeur. Ce débat, nous l'avons eu, et je voudrais remercier en effet ceux qui ont défendu les autres candidats, et je remercierai également ceux qui défendent Alain Juppé, parce que de toute façon, nous avons gouverné ensemble, et de toute façon, nous gouvernerons ensemble. Et chacun a apporté sa contribution. Nathalie, avec le goût de la modernité, assurément, Bruno, avec l'envie de changer les règles de la vie politique, et c'est vrai que, parfois un peu routinier, bon, je le concède, on a découvert M. Poisson, que je ne connaissais pas vraiment, qu'il était votre collègue à l'Assemblée nationale. Les trois candidats se sont imposés rapidement. L'expérience de Nicolas Sarkozy, l'axe politique d'Alain Juppé et l'exigence de vérité nourrie de l'expérience de François Fillon. Et à cet instant, je voudrais vous délivrer trois messages très simples. Et après, on ouvrira le débat. Le courage de la vérité. C'est le trait caractéristique de François Fillon et c'est la raison pour laquelle
c'est avec plaisir que ceux qui ont soutenu François Fillon se sont engagés pour lui. Notre pays a d'abord et avant tout besoin d'un diagnostic vrai sur sa situation. À force de se mentir à nous-mêmes, à force de nous cacher la vérité, nous sommes en train de sacrifier l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants au bénéfice de notre confort, du confort d'une génération qui aura à peu près engrangé tous les avantages et qui laissera, hélas, un héritage de dettes, et pire encore que les dettes publiques, de décrochage économique, c'est-à-dire d'un pays dont les entreprises sont spectaculaires, brillantes, les plus grandes, mais à l'étranger, hors de France, et qui considèrent qu'en France, le décrochage des conditions de compétitivité, de productivité, de fonctionnement des entreprises les conduit à investir ailleurs. Patrick le disait, ce terrain appartenait à Esso. Et c'est vrai que Rueil, à cause de l'ISP, d'ailleurs, je suis en train d'y penser, l'Institut français du pétrole est installé à Rueil, historiquement. À cause de l'Institut français du pétrole, ça a été mon premier employeur, j'aurais dû m'en souvenir, l'Institut français du pétrole a amené les grandes entreprises, alors il y a Total, les entreprises du CAC 40, elles sont formidables. Mais quand on réfléchit, si les actionnaires sont des fonds de pension américains, californiens ou qataris, et si les implantations les plus récentes, d'abord pour produire, pour vendre, et puis inéluctablement un jour ou l'autre pour rechercher, pour se développer, se font au dehors de notre pays, on aura toujours Total, héritière de la Compagnie française des pétroles et de EDF réunis, mais le centre de gravité sera à l'extérieur et l'entreprise ne sera plus la nôtre, de notre pays, elle ne sera plus un débouché et une perspective pour nos ingénieurs, pour nos cadres, pour nos techniciens, pour nos sous-traitants, pour nos équipementiers. Et c'est cette exigence de vérité sur le décrochage français, c'est la première caractéristique de François Fillon, et il le fait avec lucidité, même si, reconnaissons-le, à un moment ou à un autre, nos majorités, celles de la droite et du centre, ont peut-être manqué de réalisme ou manqué des rendez-vous du succès et du développement économique. Alors, cela se traduit, et je prends une question difficile, l'histoire des 500 000 emplois publics en moins. L'objectif est très simple, nous avons, en gros, 56% de la richesse publique française produite chaque année qui est contrôlée par l'État à un moment ou un autre, l'État au sens large, c'est-à-dire l'État proprement parlé, les collectivités locales, les régimes publics et naturellement la protection sociale. Le poids de cette dépense publique n'a pas que des inconvénients, soyons honnêtes. On a un enseignement supérieur qui est quasiment gratuit, des régimes de santé qui s'essoufflent parfois, mais qui sont de grande qualité, un enseignement primaire qui mériterait d'être rénové, secondaire qui existe, qui tient la route. Et en parlant de route, nous avons des infrastructures qui sont souvent, dans d'autres pays, enviées. Donc je ne suis pas là pour vous dire la dépense publique c'est la bête noire, je suis là pour vous dire que la dépense publique ne doit pas passer à un niveau qui pèse tant sur ceux qui produisent en situation de compétition internationale qu'ils ne peuvent plus investir en France, se développer en France, et comme je l'évoquais à l'instant pour les grandes entreprises françaises du CAC 40, finissent par regarder l'étranger comme la seule porte de sortie. Eh bien, dans ce courage de la vérité, il y a chez François Fillon une idée très simple, c'est qu'il faut en 5 ans s'efforcer de revenir, c'est pas une révolution, mais c'est un effort extraordinairement difficile, mais indispensable, revenir de 55-56% de dépenses publiques à 50%. C'est déjà énorme. Certains d'entre vous ici, nous partageons à peu près la même génération. Quand on a commencé à travailler, les dépenses publiques étaient en deçà de 40%, en deçà à 37% par exemple, lorsque, en 1974, Valéry Giscard d'Estaing a été élu, je me souviens de ce chiffre. Le président Pompidou disait,
au-delà de 40%, un pays est socialiste. Nous sommes à 55, on est 3 fois socialiste. Alors, quand on parle de dépenses publiques, il faut savoir ce que l'on peut supprimer. François Fillon est le courage de la vérité, mais je vais vous le décliner très simplement. 100 milliards d'économies au bout de 5 ans. C'est-à-dire que chaque année, on va faire un effort pour qu'au bout de 5 ans, dans la dépense publique, qui, je vous rappelle, est quand même de 1250 milliards par an, nous ayons 100 milliards de moins. Alors, oui, c'est important, ça fait 8% de moins en 5 ans. Ça fait moins 1,6% par an pendant 5 ans. Y arrivera-t-on? J'en suis pas sûr. Mais si on ne fixe pas cet objectif, on est certain de ne pas y arriver du tout. Deuxièmement, le fait de fixer un objectif a un immense avantage. Lorsque cet objectif est défendu par un gouvernement qui sait ce qu'il veut, par une majorité qui le soutient, c'est que les gens qui observent l'économie française de l'intérieur ou de l'extérieur se disent « voilà une économie qu'il faut regarder et sur laquelle il faut miser parce qu'elle va retrouver les conditions de la concurrence et de la compétitivité. » Or, vous savez, des pays dans le monde dans lesquels on a envie d'investir parce qu'ils ont à la fois la qualité et la sécurité, il n'y en a pas tant que ça. Vous avez des pays qui ne sont pas chers, mais qui ne sont pas sûrs. Vous avez des pays qui sont très sûrs, mais qui sont complètement plomb-plomb, parce que leur démographie est complètement étale. Nous avons la chance d'avoir un héritage industriel, scientifique, technologique, des infrastructures, j'en parlais. Nous avons une population qui reste jeune, et nous avons, grâce à cet enseignement, qui a d'énormes défauts, on parle toujours des décrocheurs. Il faut aussi parler de ceux qui réussissent. Grandes écoles, ingénieurs, techniciens, l'université, qui grâce à Valérie Pécresse se retrouve un peu. Eh bien, nous avons, grâce aux réformes que Nicolas Sarkozy a demandé à son ministre, et que Alain Juppé n'a pas connu puisqu'il n'était pas ministre à cette époque, mais que François Fillon a soutenu comme patron du gouvernement, et c'était pas facile parce qu'il y avait déjà des grèves et des mouvements et des turbulences de l'université. Eh bien, on a un pays qui a tout pour réussir. On a 2 petits défauts. On ne travaille pas assez, on dépense trop. Donc sur la dépense publique, première étape, et François Fillon a raison de rappeler que sur la dépense publique, sur le volet social, le simple fait de revenir à 65 ans pour la durée du travail dans un pays où l'allongement de la vie est une réalité et où la condition physique de la grande majorité de nos compatriotes s'améliore, 65 ans c'est possible, ce sont 20 milliards économisés chaque année immédiatement. Ajoutez à cela la maîtrise de la dépense de la santé, qui ne va pas être une affaire facile et qui ne sera pas populaire, mais au niveau un petit peu au niveau de la croissance, au niveau de l'ONDAM, 20 milliards. Dégressivité de l'indemnisation du chômage, à l'image des pays de l'OCDE, membres de l'Union européenne, 10 milliards. Vous avez déjà, sur ces 100 milliards, vous en avez déjà 50 qui viennent par l'adaptation du système français de protection aux règles européennes moyennes des grands pays. Alors il reste en effet, en gros, une bonne trentaine de milliards d'économies à trouver pour le budget de l'État proprement dit en 5 ans. Et en effet, la question des effectifs de la fonction publique, non pas simplement de l'État, mais de l'ensemble des 5 500 000 fonctionnaires est posée. Y arrivera-t-on facilement? Non. Faudra-t-il en faire une sorte de guillotine? Sans doute pas. Mais nous avons d'abord une première ouverture. C'est qu'avec les 39 heures dans la fonction publique, vous augmentez la capacité de travail de la fonction publique du jour au lendemain de 11%. Si vous passez à 65 ans, vous augmentez par la durée de vie professionnelle la capacité de la fonction publique au sens large de 5%. C'est-à-dire que d'un côté, vous vous proposez en termes d'effectifs de diminuer d'à peu près 10%, un peu moins de 10%, 8% exactement, et par la durée du travail et la longévité de la carrière, vous augmentez entre 12 et 14%, je ne suis pas un scientifique du sujet, un expert du sujet,
l'offre de services publics. C'est donc parfaitement possible. Ce qui nous distingue d'Alain Juppé, pour lequel du respect, je suis vraiment très triste de quelques mots, ce qu'évoquait Isabelle tout à l'heure, c'est pas ce qu'il faut faire. Que Alain Juppé nous dise non, moi j'ai pas l'envie de prendre le taureau par les cornes. Ils vous le disent, on peut le comprendre. Il a chat échaudé, craint même l'eau froide. Mais si d'un côté on demande aux agents du service public au sens large, on leur offre la possibilité, parce qu'évidemment, ce travail en plus, il va être payé. Les gens qui travaillent plus longtemps, ils toucheront plus. Et les 39 heures, on sait bien qu'elles ne seront pas payées 35. Il y aura un compromis. Dans ma région, en Lorraine, nous avons eu un accord sur Smart, où on est revenu à 39 heures, elles sont payées 37. C'est un compromis. Ça a été voté à la majorité absolue des salariés. Tous n'étaient pas contents, c'est évident, mais tous, la majorité s'est dégagée pour maintenir l'emploi dans cette entreprise. Le civisme, ce n'est pas simplement le fait des salariés d'économie privée, c'est aussi le fait, et j'en suis persuadé, après une bonne négociation, la responsabilité de l'ensemble des agents des 3 fonctions publiques, communales, hospitalières et d'État. Et ce courage de la vérité se traduit et se met en forme en quelque sorte par des mesures qui sont des vraies ruptures. Participer au gouvernement de Nicolas Sarkozy, toutes nos réformes allaient dans la bonne direction. Toutes. On n'en renie aucune. Simplement, l'exigence d'adaptation de la France à son environnement est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 1990 ou même dans les années 2010. Le prix de la crise de 2008 et les 5 ans de socialisme nous obligent à aller beaucoup plus vite. J'ai pris cet exemple sur les 500 000 parce que ça se négociera, ce sera réparti, cela amènera une réorganisation des services et cela sera compensé très largement par une augmentation de la capacité de travail des agents du service public, puisqu'on leur demandera plus en les indemnisant pour partie. Alors, ça sera une négociation, comme toutes les négociations. Je plains le ministre du budget de l'époque et le ministre de la fonction publique. Enfin bon, il y a toujours des candidats pour les postes ministériels, eh bien celui-ci sera important. Ça, c'est le courage de la vérité. La deuxième idée, je pourrais le décliner dans d'autres domaines, sur l'investissement. Il n'y a pas d'emploi moderne sans investissement lourd, investissement en formation, investissement en machines, investissement en marketing, investissement en communication. Permettez-moi de le dire, il n'y a pas d'investissement s'il n'y a pas d'investisseur. Et il n'y a pas d'investisseur si chaque fois qu'on a un petit peu d'épargne dans sa poche, l'État s'occupe de vous le prendre plutôt que de vous laisser la possibilité de l'investir librement sur le tableau complet des formes d'investissement, depuis le logement jusqu'à l'industrie, en passant naturellement par les obligations d'État. C'est la raison pour laquelle, si nous supprimons l'ISF, ce n'est pas seulement pour faire plaisir aux 400 000 personnes, 400 000 foyers qui le payent, c'est d'abord et surtout pour garder les capitaux en France au service de l'investissement. Et cet investissement est exactement celui qui crée les emplois. Le courage de la vérité de la part de François Fillon, c'est de dire ce que tout le monde sait, mais que les hommes politiques évoquent parfois en campagne et ne mettent jamais en œuvre lorsqu'ils ont des responsabilités. En le disant publiquement, François Fillon s'est mis dans une situation où lui-même, ses soutiens, ses parlementaires demain, et par conséquent son gouvernement, seront dans l'obligation absolue de mettre en œuvre. Car la troisième question que je pose, mais pourquoi le feriez-vous? C'est tout simplement parce qu'on le dit. Or, ces réformes-là, nous ne les avions pas formulées en 2007, nous les formulons en 2017 parce qu'elles sont devenues des nécessités absolues de survie pour notre pays. Deuxième point que je voudrais évoquer, je serai plus bref. Il y a dans l'intervention de François, je me souviens de son intervention à Sablé fin août de cet été, révolution du bon sens. Alors j'entends les critiques, traditionnalistes, conservateurs.
Moi, conservateur, ça ne me gêne pas du tout. Il faut conserver ce qui marche et changer ce qui ne marche pas. Dans la vie, dans l'entreprise, dans la famille, dans la commune, il faut un pragmatisme total. Quand vous avez une structure qui fonctionne, soutenez-la. Quand vous avez une structure qui ne fonctionne pas, j'allais dire qui déconne, vous la changez. Et nous sommes tous, les uns et les autres, suffisamment expérimentés pour savoir ce à quoi on tient. Dans la démarche de François Fillon, il l'évoquait dans son intervention, il y a évidemment l'entreprise. C'est l'entreprise qui crée des richesses. L'entreprise, derrière l'entreprise, il y a l'entrepreneur. Car je ne connais pas d'entreprise anonyme. Même les plus grands ont des patrons. Donc il faut et on des cadres qui les dirigent. Donc c'est autour de cette cellule qu'il faut évidemment accompagner. Il n'y a pas de richesse spontanée. Il y a des gens qui ont envie de se battre pour créer des richesses parce qu'ils y trouvent leur intérêt. La famille. La famille, François en parle avec conviction. Parce que dans un pays, c'est en effet le lieu de création de la vie, de transmission de la culture, de transmission des comportements, et c'est dur la famille. Peggy disait, le père de famille, c'est aventurier du monde moderne. Parfaitement raison. Les enfants, je vous ai remarqué, moi je suis grand-père, père de famille, j'ai 4 filles, actuellement 9 petits-enfants. J'ai remarqué que les enfants, le service après-vente est très très long. Les voitures coréennes prétendent qu'avec 6 ans, c'est très bien. Les enfants, c'est souvent au-delà de la trentaine, et parfois plus, de temps en temps. Mais je veux dire en même temps que la famille est dans un monde. Si j'ai 2 certitudes, c'est que dans un monde complètement ouvert, où à la fois tous les changements, toutes les innovations, mais aussi toutes les violences sont possibles et plausibles, s'il y a un endroit où on veut se réconforter, c'est la famille et la proximité territoriale. La famille parce qu'elle a tous ses défauts, mais c'est vrai qu'elle cumule de génération en génération, pas toutes hélas, mais globalement, elle capitalise des bons comportements. Et c'est la raison pour laquelle, profondément, dans notre équipe de la majorité, d'ailleurs, de droite et du centre que nous allons former, il y a cette défense de la famille. Et c'est pour ça que nous n'acceptons pas qu'elle soit caricaturée ou qu'elle soit délibérément attaquée pour la raison justement qu'elle fonctionne. C'est vrai qu'on a plus de chances de réussir ses études de français dans une famille où on lit, par exemple, des livres. Bon. Est-ce qu'il faut pénaliser les enfants qui maîtrisent un vocabulaire? Non, il faut aider ceux qui n'en maîtrisent pas à accéder à la culture et à accéder au vocabulaire. C'est pour ça qu'en effet, il faut que l'école, et en particulier dans le primaire, puisse aller au fond très rapidement du besoin des jeunes de parler une langue, d'utiliser des mots, de pouvoir communiquer. Quand on ne connaît pas les mots, on ne peut pas communiquer. Quand on ne communique pas, ou on s'isole, ou on limite. D'ailleurs, on le voit bien. Regardez chacun d'entre vous dans une langue étrangère. Vous n'êtes pas tous très très bons en anglais, en allemand ou en espagnol. Regardez, sentez la frustration quand vous ne pouvez pas expliquer vos sentiments dans une autre langue parce qu'elle n'est pas la vôtre. Eh bien, c'est exactement le problème de cette jeunesse qui parfois donne le sentiment de décrocher, mais pas de décrocher simplement scolairement, c'est-à-dire d'être repliée sur elle-même, de vivre dans des micro-sociétés du refus de tout, parce qu'ils n'ont pas les mots pour les dire, ils n'ont pas les mots pour les exprimer, et c'est la raison pour laquelle François Fillon, par exemple, en appui de la famille et non pas contre la famille, souhaite que l'école commence à 5 ans, et qu'en matière budgétaire, il y ait une priorité sur le primaire, parce que quand on n'a pas les mots pour le dire, on ne peut pas s'exprimer. Pardonnez-moi, je suis un petit peu long, mais là, je suis un peu passionné sur cette idée. C'est cette révolution du bon sens que François Fillon rappelle, contre tous ceux qui inventent le monde tous les matins. Alors évidemment, moi je préfère ceux qui conservent ce qui marche, plutôt que les inventeurs de mondes nouveaux qui nous présentent des formules parfaitement qui sortent de leur imagination, qui sortent de la mode, qui sortent de l'immédiat et qui ne résistent pas au temps.
Et c'est la raison pour laquelle, en effet, dans la loi Taubira, ben non, il y a des choses qu'il faut réécrire. Et François l'a dit très clairement, sur l'adoption, parce qu'il n'y a pas, je répète une formule, c'est une banalité, mais il faut le dire. Il faut dire qu'il n'y a pas un droit à l'enfant, mais il y a un droit de l'enfant. Et pour avoir, chacun d'entre nous a son aventure familiale, ce que je remarque, c'est quand on prend un peu d'âge, on va à la recherche de ses racines. Pourquoi priver un être humain de ses vraies racines, puisqu'un enfant naît toujours d'un père et d'une mère? Que ce père et que cette mère choisissent des vies différentes, c'est leur liberté. Et nous ne la remettons pas en cause. Mais nous demandons que l'enfant puisse, lui, retrouver cette filiation, retrouver ses racines, retrouver cette véritable continuité. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, nous ne sommes pas pour les textes destructeurs qui sont implicitement ou explicitement générés par le texte Taubira, qui mérite d'être réécrit. C'était sur la France. Une chose qui me plaît beaucoup chez François Fillon, c'est qu'il est gaulliste. À l'origine, je ne le suis pas, Patrick le sait. Mais on a en commun la passion en vieillissant et en prenant des responsabilités, et en ayant par exemple comme ministre du Commerce extérieur mis en place les accords de Marrakech, et en ayant été ministre de la Défense, le monde n'est pas un monde de bisounours. Et chaque pays organise sa propre défense, organise sa propre destinée, organise sa propre puissance. Nous avons, nous Français, avec les Allemands, construit l'Europe. C'était une nécessité absolue. Mais la France n'a pas disparu pour autant, et l'Europe doit être un ensemble politique où quelques grands pays jouent un rôle principal. Et si nous n'avons pas de dette, si nous n'avons pas de paralysie, si nos entreprises exportent, si nos budgets sont équilibrés, si nous avons les moyens de financer les fonctions régaliennes de l'État pour assurer la sécurité intérieure et extérieure, nous serons en Europe une référence, un exemple, notre voix sera entendue et l'Europe ressemblera à ce que nous voulons. C'est exactement le contraire de ce qui se passe avec François Hollande, où nos partenaires nous regardent avec commisération, avec compassion, mais n'attendent rien de notre message. Cette révolution du bon sens sur la famille, sur la vie territoriale, sur les valeurs qui ont constitué la solidité de cette société, le respect de soi-même, le respect des autres, le respect des règles héritées, le respect de la loi tout simplement, c'est exactement ce qui donne un pays fort, et un pays fort peut choisir sa liberté et garantit la liberté à ses citoyens. Le troisième message, et ce sera ma conclusion sur le vote de dimanche. L'affaire des primaires est une très belle réussite. Vous avez tenu, pour certains d'entre vous, j'en suis convaincu, des bureaux de vote. Voir tout ce peuple de volontaires venir voter librement, sans aucune contrainte, avec simplement le désir de choisir eux-mêmes l'homme et donc la politique qu'ils voulaient pour leur pays, c'est une très très belle leçon. Il faut que le vote soit puissant et il faut que le résultat soit clair. Il faut que le vote soit puissant et le résultat clair, parce que ce qui nous attend va être très difficile. Ça va être très difficile pour deux raisons. La première raison, elle est politique. On va gagner la présidentielle. J'en suis intimement convaincu. Mais ça ne règle pas tout, tant s'en fout. Parce qu'on va gagner au deuxième tour, probablement à 9 chances sur 10, contre Marine Le Pen, contre le Front National. On va gagner avec des voix venues de notre famille, mais sans doute venues également de la gauche, et ces voix-là disparaîtront au soir de l'élection. Ce sera un prêt le temps d'une après-midi, ce ne sera absolument pas un soutien pour un quinquennat. Et donc, pour gouverner avec une opposition de l'extrême droite et une opposition de gauche, il faut avoir un corps central qui ne fera peut-être pas 50% des Français, mais si ce corps central est cohérent, s'il a le sentiment d'avoir choisi son candidat, d'avoir accompagné sa campagne, d'avoir participé au projet et d'élire des députés qui mettront en œuvre cette politique, nous ne serons peut-être pas 50%, mais nous serons la force qui
qui conduira le pays. Et contre deux oppositions, on s'en sortira très bien, parce que ces deux oppositions ne peuvent pas se retrouver. Et donc, il faudra en revanche, nous, ne pas nous disperser. C'est la raison pour laquelle le deuxième tour est utile. Moi, je préfère qu'on s'explique clairement maintenant sur une politique de rupture, qui est celle de François Fillon, ou sur une politique plus prudente, que je juge être celle d'Alain Juppé. Je préfère qu'on en parle maintenant, et qu'il y ait un vote carré, pour que les électeurs du centre et de la droite sachent très exactement où est le centre de gravité de cette alliance, où bat le cœur du centre et de la droite. De telle sorte que le moment de la victoire venu, même si nous avons deux oppositions sur notre gauche et sur notre droite, nous ayons suffisamment de cohérence, de cohésion et de détermination pour tracer les sillons et pour garder le cap. Deuxième raison, c'est qu'au-delà du problème politique, j'évoquais tout à l'heure les prélèvements publics, réformer la France dans un pays où la dépense publique, en effet, contrôle 57% de la richesse créée, avec 55, 56, bon, enfin, en tout cas, plus que la majorité. Tout le monde est addict à la dépense publique. Tout le monde a intérêt à ce que l'État dépense. Cet argent, il n'entre pas dans une caisse fermée. Ce n'est pas la caverne d'Ali Baba. Cet argent est redistribué, plus ou moins bien. Tendance à penser qu'il est mal redistribué et qu'il pèse lourdement sur notre compétitivité. Mais chacun a intérêt, même si ses convictions sont libérales ou de droite, à un moment ou à un autre, à obtenir un peu d'argent de l'État. Et donc, chaque fois qu'il faudra remettre en cause cette dépense publique, vous aurez inévitablement telle ou telle catégorie qui dira « Bon, je suis assez d'accord pour restaurer les finances publiques, diminuer les impôts, abaisser les charges, mais pour nous, on va attendre un peu. » Mon épouse est avocat, elle est profession libérale. En province, c'est moins vrai en Île-de-France, le nombre de jeunes avocats qui vivent de l'aide juridictionnaire, c'est-à-dire de l'argent de l'État, est considérable. Tous mes amis ambulanciers et chauffeurs de taxi en Meuse sont à droite, parfois à l'extrême droite. Mais si je leur dis, il faudrait peut-être s'arranger un peu pour contrôler la dépense du transport sanitaire et faire en sorte que quand on a deux petites dames âgées qu'on doit conduire à l'hôpital, on les met dans la même voiture plutôt que d'avoir deux courses, là ils vont commencer à renacler un petit peu. Et quant à mes amis du bâtiment, je parle de la Meuse, c'est évidemment pas comme ça chez vous, parce que vous êtes dans les Hauts-de-Seine, un département civilisé avec des gens intelligents, de très haut des catégories socio-professionnelles élevées. Nous, on est un peu primitifs. Et alors, nos gens du bâtiment votent Front National parce qu'ils en ont marre des impôts, des charges. Mais si jamais le maire cesse de commander des salles polyvalentes et des giratoires, ça devient la révolution. Et les mêmes tracteurs, les mêmes bulldozers, les mêmes camions viennent défiler devant la mairie ou la préfecture pour exiger plus de dépenses publiques. Donc, ça va être très dur. Ça va être très dur parce qu'il y aura deux oppositions et on sera entre les deux, situation qui n'est pas confortable. Ça va être très dur parce que dans notre propre camp, dans les mesures que nous devrons prendre, certains diront « Ah oui, vous n'en faites que pour les gros », regardez l'ISF, mais pour nous, vous n'en faites pas assez, et c'est vrai qu'on ne pourra pas tout faire. Et c'est la raison pour laquelle la primaire est décisive. Elle est décisive pour donner une autorité en profondeur au président élu. Cette autorité en profondeur, c'est un pays, comme le disait avec beaucoup de vérité François Fillon, on n'arrête pas un pays qui se dresse pour défendre et construire sa liberté dans un monde ouvert. La condition de la liberté, c'est de faire aussi bien et plutôt mieux que les autres. Ce n'est pas de regarder son nombril et de cultiver sa singularité, puisque nous sommes à côté d'un terrain de sport, c'est d'accepter de se confronter à d'autres équipes et de considérer que si on est battu, c'est qu'il faut peut-être remettre en cause notre façon de jouer au football, de courir à pied ou de lancer des balles de tennis. Eh bien, c'est exactement ce qui attend le président. Il va être obligé de secouer un pays fort, mais un pays qui a pris des habitudes, au fond, assez de facilité. Ces habitudes de facilité, il faut les rompre, et seul le soutien
d'une candidature voulue par les citoyens qui se reconnaissent dans la droite et le centre pourra lui donner toute l'autorité. Vous voyez bien que les médias, et c'est normal qu'il en soit ainsi, parce qu'ils sont en concurrence entre eux et qu'ils ont besoin de créer l'événement, de créer le buzz, comme on dit aujourd'hui, les médias, inévitablement, nourriront l'actualité heure par heure, jour par jour, de la future majorité et du futur président, de toutes les difficultés que nous rencontrerons collectivement et qu'il rencontrera lui personnellement à tout instant. La seule solidité, ce sera la conviction de ceux qui, comme vous, auront contribué à son choix et qui se diront, allez, je vais prendre une comparaison militaire, on a signé, c'était pour réaliser ce projet. Les militaires disent des choses un petit peu plus brutales, on a signé pour réaliser ce projet. On ne nous l'a pas imposé, on ne s'est pas fait avoir, on ne s'est pas fait imposer un truc qu'on n'a pas voulu, en toute connaissance de cause, on s'est dit, la France mérite l'effort, nous serons les compagnons de ce mouvement.